Mesdames, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous dans vos maisons. À quelques heures de l'investiture du duo candidat de la mouvance, Parakou est en effervescence et attend son candidat selon les acteurs politiques de la 8e circonscription électorale. Loin d'être un simple moment d'installation, la cérémonie d'investiture du duo candidat est très attendue aux yeux des habitants de Parakou. Bien entendu, dans le forum de discussion avec les débatteurs, nous verrons comment la ville est prête à accueillir cet événement. Dans la cage à questions, de 5 questions de Franck, on nous reçoit. Pour vous, Judical Biaou, il est le directeur de la jeunesse au ministère des Sports, mais ce matin avec nous, bien entendu, il est surtout un fidèle évangélique soutenant la candidature de Romuald Wadaini. Avec l'invité, les discussions vont porter sur présidentielle 2026, investiture du duo Wadaini-Talata, politique et religion. Ce vendredi, en lieu et place de votre rubrique lecture sur Actu Matin, je serai avec Kevin Da Silva, journaliste, spécialiste en fact-checking. Avec lui, on parlera médias, réseaux sociaux et infos, comment éduquer les citoyens. Il nous aidera à avoir des notions de base pour contrer efficacement les infos. À nouveau bonjour, bienvenue sur Actu Matin, la matinale qui vous ouvre les portes d'une bonne journée. Nous allons suivre à présent la une des quotidiens parus ce vendredi matin. Ce vendredi matin, qu'est-ce qui fait la une des quotidiens parus justement avec fraternité, on démarre, élection présidentielle de 2026. Les cadres évangéliques du Bénin soutiennent la candidature de Romuald Wadaini. Ensuite, à quelques heures de l'investiture du duo Wadaini-Talata, Parakou s'embrase. Eh bien, vous avez aussi le point des préparatifs et l'impression de quelques citoyens rencontrés à Parakou. Ensuite, élection de 2026, Arsène Tossou Djoto mobilise la jeunesse de Djakotome pour l'investiture du duo Wadaini Talata. Et toujours dans le cadre des élections, la 3A SPP se mobilise aussi derrière le candidat Romuald Wadaini. Et puis vous avez aussi une opinion de Jérôme Billy Barry, Bénin, élection présidentielle et comportement ridicule. C'est à lire dans les colonnes du journal Fraternité. L'événement précis à présent, investiture du duo Wadaini Talata à la présidentielle 2006, un événement politique historique et d'envergure ce samedi à Parakou. Rapport d'experts, la GDZ, un modèle pour les zones industrielles africaines. Et puis c'est financier, les premières journées nationales d'inclusion financière au Bénin se déroulent du 9 au 10 octobre. Martin libre à présent, présidentielle 2026, la majorité silencieuse, l'inconnu qui hante. À travers l'ouvrage Renaître ensemble, Kamel Ouassangari appelle à détaloniser le Bénin. Et puis Bénin, la DG Proparo visite la GDIZ, le mois du consommation local lancé, manger local et manger sain. Le télégramme, à quelques heures de l'investiture officielle du duo Wadaini Talata, la ville de Parakou est en pleine effervescence. Élection générale de 2026 au Bénin, la Sénat, la Cour constitutionnelle et l'ANIP évaluent la liste électorale. Paul Rompé, candidat FCBE à la présidentielle 2026, les démocrates donnent leur avis. Et bien entendu, les duos candidats des démocrates connus le 11 octobre prochain, nous informe le Télégramme. Pour insuffisance de résultats, le secrétaire exécutif de Kétou relevé de ses fonctions. Lutte contre la criminalité, le Bénin dispose désormais d'un système automatisé d'identification par empreinte digitale. L'emblème du jour, gouvernance et innovation, City installe son premier conseil d'administration présidentiel 2026 au Bénin. Wadaini et le peuple unis pour le développement. Paul Rompé, l'opposant qui veut rassembler dans le cadre de la présidentielle de 2026.
Participation des membres du fan club, bien entendu, Wadaï, à la cérémonie d'investiture. Déjà une équipe du staff dirigeant à Parakou, nous informe l'emblème du jour ce matin. Le paraclet à présent, investiture des candidats de la mouvance. La machine Wadaï Talata mise en place ce week-end à Parakou. Et puis la GNIF 2025 au Bénin entendait la journée nationale de l'inclusion financière. Le SP SNIF trace la voie d'une inclusion financière renforcée. La nouvelle tribune CDC Bénin, un bilan 2024 marqué par la croissance et l'innovation. PAC Media Connect, le port autonome de Cotonou s'ouvre à la presse. On nous informe ce matin la nouvelle tribune. Ensuite, le Parlement béninois, carrefour d'expertise pour les élus du Sénégal. Au Bénin, la majorité présidentielle s'apprête à présenter son duo à Parakou. Le journal Dabarou à présent, cérémonie d'investiture du duo Wadaï Talata. Ibrahim Farah et ses amis invoquent Allah pour que tout se déroule bien. Maillage territorial de l'UPR dans la deuxième circonscription électorale. Derrière Sarako, les communautés Peul et Gando de Banikwara optent pour Wadaï et Talata. Candidat des FCBE pour la présidentielle 2026, Paul Rompé. Ou consécration d'un riche parcours politique. Une réflexion à lire dans les colonnes du journal Dabarou. Recrutement d'un cabinet en consultation, justement. Eh bien, c'est une information qui pourrait aussi vous intéresser dans les colonnes du journal Dabarou. 7e circonscription électorale, la jeunesse BR réclame de bons positionnements. Voilà, de bons positionnements. Le progrès présidentiel 2026, déjà 4 candidats. Le duo Wadaï Talata investit ce samedi à Parakou. Assemblée nationale, la 9e législature ouvre sa dernière session ordinaire le 31 octobre, nous informe le progrès. Le clairon présidentiel 2026, le parti Les démocrates choisira son duo le 11 octobre. Et puis, lutte contre la pauvreté. Véronique Tony-Faudet lance la phase 3 du microcrédit à la FIA. Mobilisation politique autour de Wadaï Talata. Arsène Tossou fédère la jeunesse de Diakotome pour l'investiture du duo présidentiel ce samedi. Et dans le cadre des élections, la Cour constitutionnelle, la Sénat et l'ANIP unissent leurs forces pour une liste électorale fiable. On va finir justement avec le potentiel relecture de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. 30 jours, le délai de recevabilité des recours, requêtes fixées. Et puis caisse de dépôt et de consignation au Bénin. Maryse Lokossou et les siens dévoilent leur mission et action. Accompagner les grands projets et stimuler la croissance économique du pays. Et puis présidentielle 2026 au Bénin, Romuald Wadaï reçoit le soutien des cadres évangéliques du Bénin. Et puis on va retrouver Fraternité pour finir. Élection présidentielle de 2026. Les cadres évangéliques du Bénin soutiennent la candidature de Romuald Wadaï. À quelques heures de l'investiture du duo Wadaï Talata, Parakou s'embrase. Point des préparatifs et impressions des populations de Parakou. Et puis, élection de 2026, Arsène Tossou Djoto mobilise la jeunesse de Diakotome pour l'investiture du duo candidat. Et toujours dans le cadre des élections 2026, la 3A SPP se mobilise aussi derrière Romuald Wadaï. Voilà pour vous l'essentiel, une des quotidiens parus ce vendredi matin. Eh bien, on va retrouver gentiment Ingrid Day pour le bulletin d'information. Donne-moi ça. Les élections approchent. Et cette fois-ci, ça va être chaud. Cette fois-ci, je vais voter. Hein? Oui, Tu veux voter? bien sûr. Est-ce que tu as déjà fait ton avis?
Ravip. Non, pas encore. Si tu ne le fais pas maintenant, ton nom ne sera pas inscrit sur la liste électorale informatisée. Et sans ça, tu ne peux pas voter. Ah. Moi, j'ai 18 ans en décembre. Ouais. C'est bon? Si tu as 18 ans, avant le 11 janvier 2026, date des premières élections de l'année électorale, tu peux voter. Il faut être béninois, avoir fait son RAVIP. Et pour les béninois vivant à l'étranger, il faut être inscrit sur le registre des béninois de l'étranger. Moi, j'ai déjà fait mon RAVIP. Je suis tranquille. Et même si tu as déjà fait ton RAVIP, il faut prendre le temps de vérifier si tes informations sont à jour. Ton nom, ton numéro, ton adresse et même ton centre de vote. C'est important pour être sûr que tu es inscrit sur la liste. Et on vérifie ça comment? C'est très simple. Tu peux consulter ou mettre à jour tes données sur e-service.anipo.bg ou sur l'application Anip BJ ou directement avec le code étoile 151 dièse sur ton téléphone. Tu veux aussi changer ton centre de vote? C'est possible. Si tu as déménagé ou changé de quartier, tu peux choisir un autre centre de vote plus proche de ta nouvelle demeure. Et si tu vis une partie de l'année dans un village ou dans un autre quartier, tu peux aussi aller voter là-bas. Je vais le faire maintenant. Cette fois-ci, faut pas rater. Hé, Javier, tu connais. Tu veux voter en 2026? Fais ton RAVIP. Et surtout, vérifie si tes données sont à jour. Tu veux changer de centre de vote? C'est possible. Tu peux consulter tes données, demander une correction, obtenir tes pièces ou transférer ton centre de vote sur e-service.anip.bj avec l'appli Anip BJ en tapant étoile 151 dièse sur ton téléphone ou en te rendant à un guichet Anip à la mairie. Le RAVIP, ton premier acte citoyen. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Dans le sommaire de votre bulletin d'information, de nouvelles voix s'élèvent pour soutenir la candidature de Romuald Wadayi. Les acteurs du secteur informel des produits pétroliers, réunis au sein de l'association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers, affichent eux aussi leur volonté à œuvrer pour assurer la victoire de duo Wadayi Talata au soir du scrutin d'avril 2026. Leur déclaration est à suivre dans un instant. On parlera également de cette descente du directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance à Takura. Dans quelques ménages à Tanguieta, il y était pour constater le bon déroulement des activités du programme Bessoké en marche dans cette région. Une initiative du gouvernement béninois dont l'ambition est de soutenir les ménages en situation d'extrême pauvreté. Image à suivre aussi. Ingrid, bonjour. Eric, bonjour et bien bonjour à tous. On parle politique depuis le département du Plateau. L'association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers affiche son soutien au candidat Romuald Wadayi. Oui, Eric, leur sortie a été également l'occasion de mettre en place le bureau départemental Plateau de leurs associations, signe de leur volonté à structurer le secteur pour plus de sécurité et de stabilité. Voici le reportage.
C'est à Pobé, chef-lieu du département du Plateau, que les acteurs du secteur informel des produits pétroliers, regroupés au sein de l'Association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers, 3A SPP, ont donné de la voix. Ils ont officiellement exprimé leur soutien au candidat Romuald Wardani pour la présidentielle de 2026. Le choix porté par le chef de l'État sur M. Romuald Wardani pour conduire les destinées prochaines de notre nation vers de nouveaux horizons n'est pas un choix anodin. Il traduit une confiance, une vision, mais aussi une exigence, celle de poursuivre l'œuvre de transformation, de bonne gouvernance et de prospérité partagée. Notre présence massive, ici aujourd'hui, témoigne de notre adhésion à cette vision et de notre volonté ferme d'accompagner le chef de l'État dans cette orientation stratégique. Pour ces acteurs, pas question de faire un saut dans l'inconnu. Romuald Wardani, qui a travaillé aux côtés du président Patrice Talon, lui-même reconnu pour ses qualités de bâtisseur, incarne selon eux la garantie de la stabilité et de la poursuite des réformes. Le président Romuald Wardani est l'héritier de cette vision qui a transformé notre pays ces 10 dernières années. Dans notre secteur particulier de la vente d'essence, dit de contrebande, des efforts ont été engagés pour mieux organiser la filière. Chers frères vendeurs d'essence, du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre engagement doit être total. Nous devons rester soudés et mobilisés pour assurer la victoire du candidat Romuald Wardani lors de la présidentielle de 2026. Cette déclaration de soutien à Pobé s'est accompagnée d'un autre acte fort, l'installation du bureau départemental Plateau de la 3A SPP. Un geste qui marque non seulement la structuration progressive de l'association, mais aussi sa volonté d'assainir davantage le secteur informel des produits pétroliers. Encore une nouvelle déclaration de soutien au candidat de la mouvance présidentielle, mais en image cette fois-ci. Massivement mobilisés au Palais des Congrès, les cadres et personnalités chrétiens évangéliques du Bénin affichent leur position quant à la candidature de Romuald Wardani. D'une seule voix, ils disent oui à ce choix de la majorité présidentielle et réaffirment par la même occasion leur engagement à œuvrer pour une victoire assurée au soir du scrutin d'avril 2026. Les précisions dans nos prochaines éditions. Le secrétariat permanent de la stratégie nationale d'inclusion financière organise les 9 et 10 octobre prochains au Palais des Congrès à Cotonou la première édition des Journées nationales d'inclusion financière, un événement majeur qui a pour but de renforcer l'accès équitable aux services financiers et stimuler une dynamique collective autour de la stratégie nationale. Reportage Candé Mouventor. L'accès équitable de toute la population béninoise aux produits et services financiers adaptés à leurs besoins est plus qu'une mission au secrétariat permanent de la stratégie nationale d'inclusion financière. Le chemin est bien tracé et la première édition des Journées nationales d'inclusion financière JNIF vient ici comme l'une des plus importantes démarches pour faire de cette ambition nationale une réalité. Il s'agit d'une foire aux services financiers innovants de tout ordre qui va favoriser les contacts entre les demandeurs et les offreurs. Pendant ces 2 journées, la population aura en fait la possibilité d'échanger avec les acteurs opérationnels de l'écosystème financier, à savoir les banquiers, les microfinanciers, les assureurs, les émetteurs de monnaie électronique et les fintech. 2 jours d'activités qui seront marqués de panels sur des thématiques d'actualité qui ont trait à l'inclusion financière, des séances de démonstration et d'exposition de produits et services financiers innovants, des ateliers d'éducation financière et de promotion de nouveaux produits y compris.
Un programme très alléchant en vue de faire la promotion d'une culture financière plus inclusive et favoriser la collaboration entre les différents acteurs du secteur. Notre vision est de créer un système financier qui soit à la fois simple, sûr et accessible à tous, mais particulièrement à notre cible au niveau de notre stratégie nationale qui est constituée de la couche vulnérable. L'inclusion financière, un levier pour l'autonomie collective, c'est le thème retenu pour les SNIF 2025. La vision du secrétariat permanent de la SNIF est claire. Faire de l'impact de l'inclusion financière sur les couches les plus vulnérables une réalité. La formule a été trouvée avec les acteurs opérationnels de l'écosystème financier pour sortir du standard et offrir non seulement à chaque Béninois des produits adaptés à leurs besoins, mais surtout veiller à leur éducation financière. On voit comment se déroule le programme Besoké à Tanguieta. Le directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance à Takura est déjà sur place pour constater de visu l'effectivité des activités du dit programme. Porté par le gouvernement béninois, ce projet vise à soutenir les ménages en situation d'extrême pauvreté. Abdou Sabi Idrissou pour les précisions. Il s'agit de point 1. Tanguieta, commune retenue pour la phase pilote du programme Besoké dans la Takora. C'est pour vérifier l'effectivité des transferts monétaires par voie électronique dans le cadre de ce programme novateur que le directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance à Takora a effectué cette descente sur le terrain. Bertin Kouagounda constate ainsi l'impact et le bon déroulement des opérations de transfert direct des fonds aux familles vulnérables. J'ai regardé, j'ai vu l'argent là, ça me dit 10 100 francs. J'ai retiré ça, j'ai acheté du maïs, de la sauce, j'ai préparé les enfants à manger. Maintenant, je veux dire merci au gouvernement. Destiné à transformer le quotidien des bénéficiaires, Besoké couvre 12 communes pilotes. Il allie aide financière et inclusion sociale. Pour ce qui concerne les transferts monétaires, ils sont effectifs. Nous sommes allés dans les ménages, nous l'avons constaté. Et déjà, je peux dire, à plus de 70% des ménages que nous avons visités ont déjà fait le retrait, ont opéré des opérations d'achat, notamment des denrées alimentaires de première nécessité, surtout en cette période de soudure. Et pour rappel, la commune de Tanguieta, donc la commune pilote du programme Besoké dans le cadre donc pour le compte du département de la Takora, avec un total d'environ 986 bénéficiaires pour un montant total de plus de 189 millions. Ce programme répond à une stratégie sociale ambitieuse portée par le gouvernement du président Patrice Talon. Tout le développement, c'est d'abord la programmation, c'est la planification, c'est l'organisation, c'est la structuration. Et c'est exactement ce que le gouvernement est en train de faire. Je voudrais demander aux communautés de rester patientes. C'est vraiment un soulagement pour nos populations. Et c'est venu à un moment où, vous savez, on a besoin de ces fonds par rapport aux activités de champ. Aujourd'hui, pour s'alimenter, c'est un peu difficile. Nos parents, même qui se sont déplacés pendant ces derniers moments, ont dû liquider sur nos braviers les vivriers pour pouvoir survivre, pour pouvoir se mettre à l'abri des situations sécuritaires que nous connaissons. À terme, le gouvernement prévoit d'étendre Besoké au reste des communes. Retour maintenant à Cotonou pour partager avec vous les doléances des acteurs des services financiers décentralisés. 5 au total, elles ont été formulées à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de sensibilisation des dirigeants et responsables des institutions de microfinance. Il s'agit entre autres de l'actualisation de la loi de 2025 sur la réglementation de la microfinance au Bénin pour mettre à jour le statut suivant. Il s'agit de point 1. Un appui étatique renforcé à la mise en conformité de la loi 2025-14, notamment en facilitant la transition juridique, organisationnelle et technique des institutions. Deuxième doléance, l'octroi d'un système d'information de gestion mutualisé, accessible à toutes les institutions, gage de transparence et d'efficacité opérationnelle.
Notre troisième doléance, c'est que nous avons besoin des ressources financières de longue durée, à taux préférentiel pour garantir des conditions de refinancement soutenables au bénéfice des populations exclues du système bancaire classique. Une adaptation de la fiscalité et des coûts de formalisation pour mieux prendre en compte les réalités spécifiques des IMF et faciliter l'accès des couches défavorisées aux services financiers. La dernière doléance, pour le moment bien sûr, il s'agit d'une tarification réglementée, notamment sur les garanties, afin de lever les freins à la formalisation et à l'expansion des services de microfinance. Nous savons pouvoir compter sur le leadership éclairé de M. Romuald Wadaye, ministre d'État, pour continuer de défendre les intérêts d'un secteur crucial au service de l'inclusion financière et de la lutte contre la pauvreté. Nous le remercions par avance pour l'écoute attentive qui portera à ces doléances. L'APSFD Bénin et l'ensemble de ses institutions membres veulent continuer à œuvrer à ses côtés pour que la microfinance reste un levier de développement, de justice sociale et d'intégration économique, en accord avec les standards internationaux en matière de protection des clients, de gouvernance et de transparence. Je prends bonne note de votre message adressé spécifiquement au ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Je me ferai le devoir de transmettre cette déclaration de façon incessante, de sorte que les activités de l'ANSFD se poursuivent avec vous et pour vous. Autre volet de l'actualité à présent, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, accompagné de quelques conseillers, était à la Maison des Médias. Edouard Loko a eu droit à une visite guidée des différents compartiments de l'édifice, lequel sera bientôt rénové parce que ne répondant plus aux normes pour abriter les fêtières de la presse béninoise. Reportage. À la Maison des Médias ce mardi, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour constater l'état de défectuosité de l'édifice. Du plancher au plafond en passant par les bureaux, plus rien ne tient par ici. Vous devriez l'avoir constaté depuis le portail. Le bâtiment ne tient vraiment plus. La toiture s'affaisse. Quand il y a tornade, ça tombe par endroits. Et quand vous rentrez, vous devriez avoir constaté aussi, presque dans toutes les salles, la maison est en décrépitude. Les carreaux qui ne tiennent plus. Il y a un bâtiment mitoyen à la Maison des Médias, celui du FNEC. Quand il pleut, ça chante. Et si ça continue, la Maison des Médias peut tomber, le bâtiment des médias peut tomber. Mais la Maison des Médias ne tombera pas. Des démarches ont été faites à l'endroit du gouvernement qui s'est montré favorable à l'idée de rénover l'édifice de la Maison des Médias. Nous avons plaidé, le chef d'État a décidé, c'est pourquoi nous voulons le remercier. Lui et aussi son ministre des Finances qui a fait diligence pour que, avant la fin de cette année, les travaux de rénovation puissent commencer, pour qu'il y ait de la vie ici. C'est une maison dont nous avons besoin. Nous avons été très heureux ici, et vous, peut-être certains ne le savent pas. Quand cette maison était fonctionnelle, nous avons été très heureux ici. Et nous voulons que les journalistes continuent à être heureux ici. Près de 115 millions de francs CFA ont déjà été débloqués par le gouvernement pour redonner vie à la maison qui abrite toutes les fêtières de la presse béninoise. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias et bien évidemment l'administration de la Maison des médias. Et voilà, ce sera tout pour cette session d'information, Eric. Merci à vous, Ingrid. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Actu Matin se poursuit. On va retrouver Candide pour la page du sport dans un instant.
Candide, bonjour. Football, maracana, handball et natation a évoqué ce matin dans le tour d'horizon sportif la deuxième journée de la phase de la Ligue, de l'Europa League s'est déroulée ce jeudi. Une panoplie de matchs est déroulée ce jeudi dans le cadre de cette deuxième journée de la phase de Ligue de l'Europa League saison 2025 et 2026. L'équipe de Bologne a partagé le point au bout d'un score nul d'un but partout avec celle de Fribourg. 1-0 pour la victoire de l'équipe de Prague devant l'équipe de l'Utrecht. L'équipe de Prague s'est imposée par 2-0 à son homologue du Celtic Glasgow. Young Boys a battu par le même score l'équipe du FC Steaua Bucarest. Fenerbahçe s'est imposée par un score de 2-1 à l'équipe de l'OGC Nice. Ludogorets du défenseur béninois Olivier Verdon s'est incliné à 0-2 devant son homologue du Real Betis. 2-1 pour la victoire de Go Ahead Eagles devant l'équipe de Panathinaikos. Et puis Lille, le club français, s'est imposé en déplacement à Rome. 1-0, 3-0 pour la victoire de l'équipe de Victoria Plzen devant son homologue de Malmö. Basel a battu par 2-0 l'équipe de Stuttgart. 3-1 pour la victoire de Celta Vigo devant l'équipe de PAOK. Feyenoord s'est incliné 0-2 devant son homologue de l'Aston Villa. Ferencváros a battu par 1-0 l'équipe de Genk. Lyon a battu 2-0 l'équipe de RB Salzbourg. 3-1 pour la victoire de Dynamo Zagreb devant l'équipe de Maccabi Tel Aviv. Nottingham Forest s'est incliné au bout d'un match âprement disputé, 2-3 devant l'équipe de Midtjylland. Porto a battu 2-1 l'équipe de Zvezda et puis Sturm Graz s'est imposé par un score de 2-1 à l'équipe de Bourg-en-Jallieu. La Coupe du Monde des moins de 20 ans se poursuit au Chili, Candide, de la deuxième journée de la phase des groupes a pris fin aussi ce jeudi. Oui, avec 4 matchs en clôture à cette deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. L'équipe des États-Unis de moins de 20 ans s'est imposée par un score de 3-0 à son homologue de la France. Score nul et vierge entre l'équipe U20 de la Colombie et celle de la Norvège. 5-0 pour l'Afrique du Sud, l'un des 4 représentants en lice devant l'équipe de la Nouvelle-Calédonie. Et puis le Nigeria s'est aussi imposé, un autre représentant africain qui s'est aussi imposé par un score de 3-0 à l'équipe de l'Arabie Saoudite. La troisième journée de la phase de groupe s'ouvre déjà ce vendredi avec 2 matchs à suivre dès qu'il va sonner 21h. L'équipe de l'Ukraine U20 va en découdre avec son homologue de Paraguay. Le Panama va en découdre avec l'équipe de la Corée du Sud. Et puis à 0, pour ne pas dire déjà au petit matin de ce samedi, on va assister à 2 autres rencontres. L'Égypte va en découdre avec l'équipe du pays hôte et puis la Nouvelle-Zélande sera face à l'équipe du Japon. Déjà à 21h demain samedi, on va assister à 2 autres rencontres, Mexique, Maroc et puis Espagne-Brésil, bien entendu pour la journée du samedi. Et puis dimanche à 0h, on va assister à une rencontre entre l'équipe de l'Argentine et celle de l'Italie. Australie va en découdre avec le Cuba. Et dès qu'il va sonner à 21h, l'Afrique du Sud va en découdre avec l'équipe des États-Unis et la Nouvelle-Calédonie sera face à l'équipe de la France. Et pour boucler justement avec la troisième journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, lundi à 0h, l'équipe de l'Arabie Saoudite sera face à l'équipe de la Norvège. Et puis le Nigeria, victorieux bien entendu au cours de la deuxième journée, sera face à l'équipe donc de la Colombie. On s'intéresse maintenant à la Coupe du Monde 2026 et dans le cadre des éliminatoires de la zone Afrique. L'Afrique du Sud dévoile sa liste pour les 2 dernières journées. Il s'agit des 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de la zone Afrique. Les Bafana sanctionnés de 3 points par la commission de discipline de la FIFA pour faute technique se penchent d'ores et déjà sérieusement sur les 2 dernières journées, notamment les matchs des éliminatoires pour en finir avec cette campagne qualificative, bien entendu, où l'Afrique du Sud sera face à l'équipe du Rwanda.
et celle du Zimbabwe. Une liste de 25 joueurs a été dévoilée pour affronter donc ces deux prochains adversaires dans les tout prochains jours. Au poste de gardien de but, le portier Ronwen Williams est convoqué. Il sera en compagnie de ses coéquipiers Ricardo Goss et Sifo. Chez nos postes de défenseurs, ils sont plusieurs, entre autres Malibongwe, Koza, Kuliso, Mundao, André Modiba, Tabang Matulidi, Samu Kelo, Kabini et bien entendu Stéphéleno Sitolé. Au poste de milieu de terrain, on a Théobo Mokoena, celui-là grâce à qui, bien entendu, à cause de qui l'Afrique du Sud a été sanctionnée récemment. Il sera en compagnie de Tapelo Morena, Sifo Mboulé et Osni à police, entre autres milieux de terrain. Et puis au poste d'attaquant, ils sont nombreux, bien entendu, Lile Foster, Ikram Rines et bien entendu Mo Nkota. On a bien entendu sur cette liste l'absence de bien d'autres joueurs comme Percy et Tao qui ne sera donc pas de la partie pour le compte de ces deux dernières journées des éliminatoires du mondial 2026. Et en parallèle, il faut dire, comme plus d'un le savent, Eric, le sélectionneur des Guépards du Bénin sera en conférence de presse cet après-midi dès qu'il va sonner 15h pour dévoiler sa liste de 25 joueurs pour affronter dans les tout prochains jours le Rwanda à Kigali et puis le Nigeria à Uyo. Deux grands défis, deux grands matchs qui attendent les Guépards du Bénin pour boucler avec cette campagne qualificative pour le mondial de 2026 où actuellement le Bénin loge à la première place du groupe avec 14 points au compteur, un goal différentiel de plus 4 devant l'équipe de l'Afrique du Sud avec 14 points, un goal différentiel de plus 3. Il faudra pour les Guépards nécessairement gagner les deux prochains matchs qui se présentent comme des finales pour se retrouver au mondial pour la toute première fois. Cette qualification qui se rapproche de plus en plus des Guépards. Évidemment. Au plan national, le championnat professionnel de football revient candide ce week-end avec les affiches de la deuxième journée. C'est bien cela. Et avant de parler de ces affiches de la deuxième journée de la Ligue en saison 2025-2026, passons déjà à ce qui se passe à côté de nous, notamment à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Il s'agit du tournoi IFOA-B dont le verdict sera donné ce vendredi avec l'affiche finale et bien entendu celle de la troisième place qui vont se dérouler ce vendredi déjà à 16h. L'équipe de la Côte d'Ivoire va en découdre avec le Nigeria pour bien entendu la finale et puis bien entendu le Burkina sera face au Ghana pour la rencontre de la troisième place. Allez, on va s'intéresser maintenant bien entendu aux différentes affiches de la deuxième journée de la Ligue en saison 2025 et 2026 qui revient ce week-end avec plusieurs affiches à suivre. L'équipe des Buffles du Borgou sera face à celle de Aswo, bien entendu au stade de Tchaourou. L'équipe de ODUFC de Koumen va en découdre avec l'Autopopoles. Soubemap reçoit dans son entre l'équipe de Espoir FC de Savalou. Là, on parle là des affiches du week-end de la Ligue 1 notamment. L'équipe de l'Est Cotonou va en découdre avec celle de la jeunesse sportive de Pobé. Puis Aspac va en découdre avec l'équipe de Ayema Football Club déjà demain samedi dès qu'il va sonner 16h sur les différentes installations. Et puis dimanche, toujours à la même heure, sur les différentes installations, on va assister à 4 autres confrontations. Dragon Football Club sera face à l'équipe du Dynamo FC d'Abomey. L'équipe de l'USS Kraké va en découdre avec son homologue de Dadier Football Club d'Amissa. Football Club sera face à l'équipe de Banigansé. Et puis Coton sera face à son homologue de l'US Cavalier. Avant ces différentes confrontations, on rappelle très rapidement le top 9 au classement. Après donc la première journée, le classement dominé par l'équipe de la jeunesse sportive de Pobé avec un total de 3 points au compteur et un goal différentiel de plus un même nombre de points au compteur pour l'équipe de l'Asparc et celle des Dragons de Lemay qui viennent respectivement en deuxième et troisième position. Un point au compteur pour l'équipe de l'Est Cotonou, celle de l'Asfour, Ayema Football Club, Buffle du Borgour, Damissa Football Club et Dynamo FC d'Abomey qui viennent respectivement 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e position sur ce classement. Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana 2025 a été donné ce jeudi. Plusieurs matchs ont été joués. Oui, 2 matchs chez les hommes et 1 chez les dames. Commençons déjà par les messieurs. L'équipe de la Guinée, Bissau, équipe du pays hôte. C'est un
incliné en ouverture de la compétition. 0 but contre 2 devant son homologue du Sénégal. Et puis l'équipe du Togo s'est imposée à celle du Cameroun à la séance des tirs, des coups de pied de réparation après donc un score nul de 2 buts partout. Au thème du temps réglementaire, l'équipe de Togo s'en sort donc avec une victoire au tir au but. Là, chez les dames, bien entendu, une seule rencontre a été jouée ce jeudi en ouverture de la compétition sur les deux programmés. L'équipe de la Guinée-Bissau, comme chez les hommes, s'est inclinée face à son homologue. Cette fois-ci, c'est face au Cameroun que les dames bissau-guinéennes se sont inclinées. 0 but contre 5. Et puis le match qui devait se jouer entre le Bénin et la Guinée, la République de Guinée, a été repoussé à ce vendredi à 15h. Et puis toujours ce vendredi, on va assister à deux autres rencontres. Dès qu'il va sonner 16h, l'équipe de la Guinée à la République de Guinée sera face à son homologue de la Guinée-Bissau. Et puis le Cameroun va en découdre avec le Bénin. Ça, c'est chez les dames. Chez les hommes, plusieurs rencontres à suivre ce vendredi en clôture donc de la deuxième journée de compétition. L'équipe de la Côte d'Ivoire sera face à celle du Niger qui va sonner 16h. Au même moment, la Guinée sera face à son homologue du Burkina Faso. Le Sénégal va en découdre avec le Mali qui va sonner 17h. Une heure plus tard, l'équipe du Bénin fera son entrée en compétition face à l'équipe du Niger. La Guinée-Bissau va jouer son deuxième match de la compétition face à l'équipe du Togo. Le Mali sera face au Cameroun. La Côte d'Ivoire va en découdre avec la République de Guinée. Puis le Bénin va jouer son deuxième match de la compétition face à l'équipe du Burkina Faso. Toujours ce vendredi, bien entendu. Allez, on va passer à une autre discipline maintenant, le handball. Pour continuer, il faut dire que la 5e journée de la phase des playoffs de la Ligue Pro 2 de handball s'est déroulée ce jeudi avec 4 matchs joués, 34-34, score nul donc entre l'équipe de Asso Volcan et son homologue de Djaka Handball Club. 41-18 pour la victoire de Asso les Baobabs devant son homologue de Espoir Handball Club, 27-20 pour l'équipe de AS Le Laurier devant son homologue de Academia Handball Club. Et puis Bosco Star a battu 36-26 l'équipe de Espoir Handball Club. Au thème donc de cette 5e journée, le classement au niveau des deux tableaux sont connus. Il faut dire, les classements sont connus bien entendu. Au niveau des hommes, dans la poule A, le classement est dominé par l'équipe de Bosco Star avec 8 points au compteur et un goal différentiel de plus 49. L'équipe de Asso Volcan vient en deuxième position avec 5 points au compteur et un goal différentiel de plus 21. 5 points également au compteur, mais avec un goal différentiel de moins 4 pour l'équipe de Djaka Handball Club. Il vient en troisième position. Faucon Handball Club est 4e et Espoir Handball Club est 5e dans la poule A. Dans la poule B, le classement est dominé par l'AS Canon avec 6 points au compteur, 4 points au compteur pour Abo Sport qui vient en deuxième position. Eagles Handball Club est 3e au classement et puis l'AS Tarkuna garde la lanterne rouge dans la poule B. Au niveau des hommes, chez les dames, le classement est dominé par Asso Babab avec 6 points au compteur, un gros différentiel de plus 35, 4 points. Moins 17 pour l'équipe de AS Le Laurier qui vient en deuxième position. Espoir Handball Club est 3e au classement au niveau des dames avec 2 points au compteur puis 0 points au compteur pour l'équipe de Academia Handball Club qui garde la lanterne rouge au niveau des dames. Eric, question finissait par un sport nautique. Le Bénin qui participe à compter de ce vendredi au championnat de natation junior, senior et master de la zone 2 d'Afrique aquatique qui se déroule du 3 au 5 octobre 2025 à Accra au Ghana. Ils sont une vingtaine d'athlètes béninois qui sont déjà présents dans la capitale ghanéenne depuis mercredi dernier et prêts à défendre les couleurs nationales dans les différentes catégories, entre autres junior, senior et master. Je vous propose ici les images de la dernière séance de la Team Bénin qui s'est tenue hier veille du coup d'envoi de la compétition. À quelques heures du coup d'envoi des championnats de natation zone 2 d'Africa aquatique, les Guépards et Amazon procèdent au dernier réglage. Une dernière séance de préparation des représentants béninois, ici au bord Taïmon Aquatique Centre d'Accra. Pour cette dernière répétition, ils passent en revue plusieurs exercices relatifs entre autres au départ et à l'amélioration de la coulée. Une part belle est aussi faite à la répétition des virages et quelques réglages au niveau de l'endurance. En gros, la vingtaine d'athlètes béninois passaient environ 2 heures dans ce bassin autour d'une séance intensive
en vue de s'apprêter au mieux avant les séries. Et c'est pas mal, leur réaction c'est bien. Et je vois qu'avec les petites corrections, demain on aura gain de cause. La team Bénin sera en compétition avec 26 autres nations de la zone 2. Junior, senior ou encore master, tous les athlètes béninois comptent hisser assez haut le drapeau béninois à Accra, comme en 2024 où le Bénin s'en est sorti avec 32 médailles, dont 10 en or. Je suis venue, j'étais stressée, j'étais vraiment stressée et il y avait aussi peur. Mais quand il a commencé à faire, on a fait l'échauffement, hors de l'eau, on est rentré. Personne n'était sérieux, ni personne n'a crié sur nous. On était cool, on a bien fait, c'était bien. C'est ma troisième participation et j'ai plus trop cette sensation de peur. Donc je me sens un peu plus confiant et quand je rentre dans l'eau, donc je m'attends à de meilleurs résultats pour les années précédentes. Je compte bien chercher une médaille d'or dans toutes mes épreuves et améliorer mes temps. Pour le compte de cette édition des championnats de natation, zone 2 d'Africa aquatique, le Bénin sera représenté par des athlètes habitués à arborer le maillot vert jaune-rouge en compétition internationale. Aux côtés de ceux-ci, de nouvelles têtes seront aussi de la partie. C'est ma première compétition internationale et c'est la première fois aussi que je représente le Bénin dans une compétition. Donc c'est une immense fierté pour moi de représenter mon pays. Et mon objectif c'est de donner le meilleur de moi-même ici et pourquoi pas ramener des médailles. Comme au cours de cette ultime séance d'entraînement, les guépards et Amazones sont prêts à plonger dans le bassin et hisser au plus haut niveau de la compétition le drapeau national. Tous n'attendent que le coup de sifflet de départ. Voilà donc les images de la dernière séance de la team Bénin qui est composée d'une vingtaine d'athlètes pour représenter le Bénin au cours de cette édition 2025 des championnats d'Afrique, des championnats de natation junior et senior de la zone 2 d'Africa aquatique qui se tient du 3 au 5 octobre 2025 dans la capitale ghanéenne. On va souhaiter bonne chance aux représentants béninois. Allez, ça sera tout pour le tour d'horizon sportif de ce matin. Merci à vos candidats. Vous l'avez dit, nous souhaitons une très bonne chance à notre équipe du côté du Ghana, justement, dans le cadre de cette compétition. Atumaté se poursuit, on va marquer une pause, retrouver la météo, voir le temps qu'il fera dans votre journée. Et bienvenue dans votre rubrique Une date, une histoire. Aujourd'hui, 276e jour de l'année, nous fêtons Saint-Gérard. Dans la nuit du 3 au 4 octobre 1995, le mercenaire français Bob Dena a mené une opération militaire pour reprendre le contrôle du gouvernement comorien.
Il a déposé le président élu Saïd Mohamed Joha et instauré un régime militaire soutenu par la France. Cette intervention a été perçue comme une tentative de maintenir l'influence française dans l'océan Indien. Elle a provoqué une crise politique majeure aux Comores et une condamnation internationale. Le 3 octobre 2011, l'absence de femmes parmi les lauréats du prix Nobel de la paix depuis 2004 a suscité des interrogations. Quelques jours plus tard, le prix Nobel de la paix 2011 a été attribué à 3 femmes en reconnaissance de leur lutte non violente pour les droits des femmes et la paix. 3 octobre 2016, le journal du dimanche a révélé que les services secrets gabonais avaient placé sous écoute des membres de la mission d'observation de l'Union européenne lors de l'élection présidentielle du 27 août. Ces écoutes ont soulevé des soupçons de fraude et alimenté les tensions politiques autour du scrutin. 3 octobre 2020, le gouvernement de transition soudanais et plusieurs groupes rebelles ont signé à Djouba un accord de paix majeur visant à mettre fin au conflit dans le Darfour, le Kordofan du Sud et le Nil bleu. L'accord prévoit l'intégration des rebelles dans les forces armées, leur représentation politique et un plan de développement de 750 millions de dollars pour les régions concernées. Certains groupes ont toutefois refusé de signer, mais l'accord reste salué comme un pas important vers la paix. Le 3 octobre 2023, à Antananarivo, un rassemblement de l'opposition a été dispersé par les forces de l'ordre à l'aide de gaz lacrymogène. Les manifestants contestaient le processus électoral à l'approche de la présidentielle du 9 octobre, dénonçant un biais en faveur du président sortant Andry Rajoelina. L'ancien président Marc Ravalomanana, également candidat, a été blessé lors de l'événement. L'histoire continue de s'écrire chaque jour. Merci de l'avoir parcouru avec nous aujourd'hui. On se retrouve lundi. Professeur Confession Béni, pourquoi une gestion décentralisée de l'alphabétisation au Bénin? La gestion décentralisée de l'alphabétisation, parce qu'elle met en œuvre une stratégie plus efficace. Une stratégie plus efficace et plus réussie que la stratégie strictement centralisée. La coopération suisse accueillait avec fierté ces résultats. Est-ce que vous confirmez cela? Les résultats sont assez intéressants. L'évaluation a montré que le PAGEDA répond aux besoins des bénéficiaires. Quels sont les défis à l'orée de cette troisième phase du PAGEDA? Et tout à l'heure, le CP l'avait dit, il y a le défi de financement. Nous avons commencé l'apprentissage. Parce qu'il faut l'avouer, c'était vraiment des moments d'apprentissage avec le mandataire. Quels sont les défis de l'ONG Scienson à l'orée de cette troisième et, disons, dernière phase du PAGEDA? En un premier temps, il est question de sauvegarder les acquis des phases précédentes. Parce que l'accompagnement veut que, après les phases de PAGEDA, que les communes continuent toujours pas à exercer la maîtrise d'ouvrage. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Avec Canal+, changez de dimension.
Vous avez l'offre Access à 5 000 francs. Accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Vous voulez vous réabonner par Mobile Money? C'est simple. Allez dans le menu Canal+ de votre opérateur et sélectionnez Changer d'offre. Choisissez bien la formule Évasion pour en profiter au tarif de 7 000 francs au lieu de 10 000. Et voilà, vous êtes réabonné. Profitez de 30 jours d'expérience augmentée à la formule Évasion. Offre également disponible pour tout réabonnement en point de vente. Pour plus d'infos, appelez le 70 55. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrit la lumière. Communiquer, communiquer, communiquer. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Et tout, nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de voilà, de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des dits. Vous dansez des dits, ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. Le ciel va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur le plein de midi. Au revoir. Au revoir. Bienvenue
bienvenue à votre émission Ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos Soké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc, on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Et bienvenue dans votre rubrique Une date, une histoire. Aujourd'hui, 276e jour de l'année, nous fêtons Saint-Gérard. Dans la nuit du 3 au 4 octobre 1995, le mercenaire français Bob Dena a mené une opération militaire pour reprendre le contrôle du gouvernement comorien. Il a déposé le président élu Saïd Mohamed Joha et instauré un régime militaire soutenu par la France. Cette intervention a été perçue comme une tentative de maintenir l'influence française dans l'océan Indien. Elle a provoqué une crise politique majeure aux Comores et une condamnation internationale. Le 3 octobre 2011, l'absence de femmes parmi les lauréats du prix Nobel de la paix depuis 2004 a suscité des interrogations. Quelques jours plus tard, le prix Nobel de la paix 2011 a été attribué à 3 femmes en reconnaissance de leur lutte non violente pour les droits des femmes et la paix. 3 octobre 2016, le journal du dimanche a révélé que les services secrets gabonais avaient placé sous écoute des membres de la mission d'observation de l'Union européenne lors
lors de l'élection présidentielle du 27 août. Ces écoutes ont soulevé des soupçons de fraude et alimenté les tensions politiques autour du scrutin. 3 octobre 2020, le gouvernement de transition soudanais et plusieurs groupes rebelles ont signé à Djouba un accord de paix majeur visant à mettre fin au conflit dans le Darfour, le Kordofan du Sud et le Nil bleu. L'accord prévoit l'intégration des rebelles dans les forces armées, leur représentation politique et un plan de développement de 750 millions de dollars pour les régions concernées. Certains groupes ont toutefois refusé de signer, mais l'accord reste salué comme un pas important vers la paix. Le 3 octobre 2023, à Antananarivo, un rassemblement de l'opposition a été dispersé par les forces de l'ordre à l'aide de gaz lacrymogène. Les manifestants contestaient le processus électoral à l'approche de la présidentielle du 9 octobre, dénonçant un biais en faveur du président sortant Andry Rajoelina. L'ancien président Marc Ravalomanana, également candidat, a été blessé lors de l'événement. L'histoire continue de s'écrire chaque jour. Merci de l'avoir parcouru avec nous aujourd'hui. On se retrouve lundi. Retour sur le plateau d'Actu Matin ce vendredi en lieu et place de votre rubrique de littérature. Je suis avec Kevin Da Silva, journaliste spécialiste en fact-checking. Avec lui, on parlera justement médias, réseaux sociaux et Inforce. Comment éduquer les citoyens. Il nous aidera justement aussi à avoir des notions de base pour contrer efficacement les Inforce. Kevin Da Silva, bonjour. Bonjour à vous Eric et bonjour à tous. Alors, le phénomène n'est pas nouveau. La désinformation existe depuis l'Antiquité. Mais le thème fake news s'est popularisé à l'aide du numérique. Est-ce qu'on peut avoir une petite chronologie? Tout à fait. Ça a commencé, comme vous l'avez si bien dit, à partir de 2016. Sinon, avant, on connaissait tous les informations qui sont fausses. Mais l'appellation fake news est un peu plus apparue dans les années 2016, après les élections américaines et tout. Donc, quand on parle un peu plus de l'historique, ça remonte un peu plus dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, à partir du moment où déjà dans la Rome antique, il y avait des rumeurs qui circulaient autour des questions de fake news. Au Moyen-Âge également, même chose, donc des rumeurs également qui circulaient, des rumeurs dans tous les domaines, tant politique, côté sanitaire, économie et tout. Mais à partir du 16e siècle, donc du 19e siècle également, donc 16e, 19e siècle, il y a eu l'aide de l'imprimerie. Là, on a eu un peu plus assisté à la sortie de tout ce qui est pamphlet, à la sortie de tout ce qui est imprimerie. Donc là également, les récits ont continué à se multiplier. Donc début 20e siècle, alors, il y a ce qu'on appelle la propagande. À partir de ce moment, les guerres mondiales, dans cette période également, c'était également les mêmes choses où les informations étaient diffusées un peu plus pour quand même nuire. Pour tromper parfois l'ennemi, donner de fausses informations. Tout à fait, exactement. Envoyer l'ennemi sur de mauvaises pistes. Et la presse également qui s'est donnée, qui s'est donné à cette pratique qui n'est forcément pas une bonne pratique. Et depuis fin 20e siècle, il y a eu la télévision. Donc, à partir du moment où la télévision est venue, il y a ce qu'on appelle la concurrence entre les médias. Et vous le constatez aujourd'hui, où déjà la priorité, c'est d'être le premier média à être sur l'information, une concurrence qui est saine d'ailleurs. Mais dans cette concurrence, on passe très vite à côté de l'information si on ne sait pas le faire. Donc, aller vite en besogne, ce qui n'est forcément pas une bonne chose. Et donc, 21e siècle, c'est la catastrophe. Il y a les réseaux sociaux, il y a l'intelligence artificielle, il y a Internet, il y a tout ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, on assiste à ce que les fake news puissent quand même être, cette pratique qui de plus en plus donne un peu plus... gagne un peu plus du terrain. Et même maintenant, c'est même structuré, c'est organiser la manipulation. Tout à fait. On le fait en état de conscience. Oui, on le fait en état de conscience. Et on va commencer déjà à parler de ça tout à l'heure quand on va rentrer dans le côté, les désordres de l'information, parce qu'il y a des nuances à faire. D'accord. Alors tout ceci nous a amené, en tout cas, à créer le besoin de vérifier des faits, de vérifier l'information. Alors qu'est-ce que la vérification des faits?
Ouais, quand on parle de vérification des faits, d'abord quand on parle de fact-checking en anglais qui veut dire en français, on parle de vérification des faits. C'est vrai, c'est une pratique qui est un peu plus dédiée ou puis est plus réservée à la corporation journalistique. Donc c'est les journalistes qui s'adonnent à cette pratique-là. Donc à partir de ce moment, je pourrais dire que c'est un processus, de façon terre à terre, c'est un processus où le journaliste ou le fact-checker cherche un peu plus à révéler, à enlever le flou autour d'une information qui, voilà, sème un peu plus le doute ou bien de la confusion dans la tête tout simplement. Et alors pourquoi c'est important ça? Ouais, c'est important parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué une raison principale, la modernité qui est là, donc Internet, réseaux sociaux. À partir de ce moment, il faut faire très très attention. Le premier aspect que je me dois de souligner, c'est que ça protège le public. Aujourd'hui, quand on parle des fake news, ça protège le public dans ce sens où les citoyens évitent un peu plus d'être trompés. Quand on fait un peu plus le fact-checking, quand on donne l'information qui est vraie, le citoyen est situé et sait carrément qu'est-ce qui est bon, distingue le bon grain de livret comme on a l'habitude de le dire. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect qu'il faut évoquer, c'est que ça renforce un peu plus la démocratie. La démocratie dans ce sens où quand les faits sont un peu plus clairs, le débat public est plus honnête. Il n'y aura plus forcément à diffamer, il n'y aura plus forcément à prendre position, il n'y aura plus à avoir des discussions un peu plus polarisées. Chacun est situé sur un aspect un peu plus précis de la chose, pouvant quand même mener les débats de façon intellectuelle, mais de façon un peu plus honnête. Le troisième point, c'est que quand on essaie quand même de faire le fact-checking, ça responsabilise tous les acteurs. Quand je dis les acteurs, c'est déjà les médias, où les médias sont situés, les dirigeants sont situés, peu importe le cercle d'influence, tout le monde est situé à quand même cette idée-là de ce qu'est l'information vraie, pour ne pas quand même aller un peu plus en besogne. En même temps, ça permet aussi de lutter contre la manipulation. Surtout ça, parce que aujourd'hui, c'est ça qui est un peu plus en vogue sur les réseaux sociaux, ou parce qu'on a forcément une intention derrière de nuire. On est obligé, les gens sont obligés de fabriquer de toutes pièces une information pour quand même déstabiliser ou en même temps nuire à la réputation d'un individu ou d'un autre. Donc aujourd'hui, c'est quand même important de pouvoir procéder à au fact-checking pour pouvoir éviter la manipulation. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur les caractéristiques d'une fausse information? Merci Eric. En parlant de caractéristiques d'une fausse information, déjà quand vous faites face à une information, la première des choses qu'il faut déjà commencer à chercher à savoir, c'est la source de l'information. Si on prend un individu X, Y, Z, où aujourd'hui tout le monde essaie de publier sur Facebook, c'est vrai que nous sommes tous là, mais tout le monde n'a pas forcément la même notoriété, tout le monde n'est pas journaliste, tout le monde ne travaille pas avec les médias ou les fact-checkers et tout. Donc la source de l'information, si aujourd'hui Canal 3 publie une information, Canal 3 a déjà fait ses preuves dans le monde médiatique, et donc dans l'espace de la presse au Bénin, donc Canal 3 est un peu plus adapté donc à publier l'information, contrairement à un certain, je ne sais qui, quelque part dans un dernier village du Bénin, qui se lève et qui publie l'information. Donc la source de l'information, elle est très capitale, donc importante. Si vous avez une source qui est douteuse ou inconnue, alors abstenez-vous de pouvoir très vite consommer cette information. Alors ça risque d'être une mauvaise information. Après, quand une info est diffusée pour tromper ou pour manipuler, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous faites très bien attention, généralement c'est des infos où pour y arriver, ceux-là qui publient essaient quand même de surfer sur l'émotion des gens pour pouvoir essayer d'avoir ce qu'on appelle le buzz entre griffes, pour pouvoir quand même un peu plus toucher aux différentes sources. Après, l'autre caractéristique qu'il faut avoir, c'est vous avez une info qui fait tendance à faire réagir. Bon, je l'ai dit tantôt et tout à l'heure, je l'ai dit. Après ça, il y a l'info qui s'appuie parfois sur des informations réelles. En fait, l'information est réelle. On dit que telle chose s'est passée à tel endroit, mais pour passer l'information, celui-là qui passe l'information préfère quand même dénaturer carrément l'information, donc sortir l'information de son contexte pour pouvoir quand même orienter cette information vers une autre cible un peu plus précise, pouvant un peu plus atteindre ses objectifs dans sa mauvaise pratique là. Et un dernier aspect pour quand même essayer de distinguer l'information ou d'avoir de dénicher les caractéristiques des informations fausses, de suivre tout simplement l'actualité. Quand vous suivez tout simplement l'actualité, vous savez qu'à tel moment, le chef de l'État a dit telle chose, à tel moment, tel député a dit telle chose, à tel moment, votre maire ou votre CA a dit telle chose. Donc, vous êtes ce citoyen-là qui suit l'actualité et donc qui maîtrise du bout des doigts l'actualité, qui est imprégné de ce qui se passe dans votre pays. C'est d'ailleurs ce qui fait de vous un bon citoyen. On parlera dessous de la participation citoyenne. Allez, on va finir avec un dernier aspect. Pourquoi tout ceci est dangereux?
Ouais, tout ceci est dangereux parce qu'aujourd'hui, ça va un peu plus très vite sur les réseaux sociaux et dans notre monde, dans votre environnement, comme on le dit. C'est dangereux parce que déjà, dans un premier point, ça polarise l'opinion. Polarise l'opinion dans le sens où les gens sont campés un peu sur leurs décisions. Les gens ne veulent forcément pas croire à la vraie information parce qu'il y a une autre information qui circule. Donc, chacun de son côté veut rester dans son camp pour dire « Ouais, c'est mon information qui est vraie. » Et là, ça ne bâche pas. Après, il y a que cette pratique essaie quand même de faire la promotion de l'extrémisme violent. Aujourd'hui, dans notre société, c'est de plus en plus constaté avec les discours de haine, façon pour quand même essayer de dénigrer. Ce n'est forcément pas une bonne chose. Donc, c'est très dangereux. Également, ça peut compromettre la santé. Chaque personne ou bien chaque être humain a sa façon de supporter un peu plus toute situation qu'il ou elle rencontre. Donc aujourd'hui, se lever par exemple un matin, voir son nom à la une de tous les journaux n'est forcément pas une bonne chose pour certaines personnes. Encore que voilà, ça, c'est son nom à la une de tous les journaux, si c'est positivement, d'accord. Ouais. Mais si c'est après, c'est pour manipuler ou même sur les réseaux sociaux avec des photos un peu plus pas possibles, un peu partout, ça ne donne pas forcément une bonne image. Ça nuit à la réputation. Ça nuit à votre réputation. Donc ça peut compromettre. Et l'autre aspect, ça peut s'appeler la démocratie. Là, ça peut s'appeler la démocratie dans ce sens où on ne pourra plus assister à une information saine. L'environnement sera un peu plus voilà, pas propre pour quand même essayer de distiller la bonne et la vraie information. Merci à vous, Kevin Da Silva. Vous êtes journaliste, spécialiste de fact-checking. En tout cas, ce n'est que la première série d'une série d'interventions que nous aurons sur cette thématique. Pourquoi pas le vendredi prochain, nous allons évoluer sur les désordres de l'information, essayer de voir quelques explications, contenu trompeur, fausse connexion, contenu fabriqué, contenu manipulé. On verra bien à quoi ces concepts en termes de définition. En tout cas, vous faites un travail excellent sur votre page Facebook puisque vous publiez des contenus pour sensibiliser les citoyens sur les fausses informations. Surtout les informations, les élections et les générations. Oui, nous y sommes. C'est le contexte assez où on voit beaucoup d'informations recirculer. Et vous allez aussi nous aider justement dans cette période à faire la différence entre une fausse et une vraie information. Je voudrais également faire rapidement un clin d'œil à notre très cher confrère Ariel Baguidi qui est de l'autre côté du Dakar, qui est rentré au Bécaye certainement déjà parce qu'il a participé à ce sommet, l'Africa Fact Summit 2025 à Dakar. Et donc il est revenu avec le premier point et un des prix pour le compte de cette compétition, parce qu'il y a 3 catégories, il faut le rappeler. Il y a une catégorie pour les journalistes qui travaillent. Et donc Ariel Baguidi est vainqueur de cette catégorie, et dans d'autres catégories également il y a les fact-checkers professionnels et même réservés aux étudiants. Donc ça fait la fierté un peu plus du pays. Aujourd'hui, beaucoup de rédactions ne s'intéressent forcément pas à ces questions-là de fact-checking, parce qu'après il y a l'intelligence artificielle qui est venue, donc il y a les biais algorithmiques et tout. Et donc aujourd'hui, c'est quand même important de parler de ça. Je pense que votre initiative, elle est tout simplement louable. En tout cas, on va le faire ensemble. Merci à vous, Kevin Da Silva. Passez une très bonne journée. Actu Matin se poursuit. On va retrouver Franck Arnaud et son invité. Professeur Confession Béni, pourquoi une gestion décentralisée de l'alphabétisation au Bénin? La gestion décentralisée de l'alphabétisation, parce qu'elle met en œuvre une stratégie plus efficace. Une stratégie plus efficace et plus réussie que la stratégie strictement centralisée. La coopération suisse accueillait avec fierté ces résultats. Est-ce que vous confirmez cela? Les résultats sont assez intéressants. L'évaluation a montré que le PAGEDA répond aux besoins des bénéficiaires. Quels sont les défis alors de cette 3e phase du PAGEDA? Et tout à l'heure, le CP l'avait dit, il y a le défi de financement. Nous avons commencé l'apprentissage. Et parce qu'il faut l'avouer, c'était vraiment des moments d'apprentissage avec le mandataire. Quels sont les défis de l'ONG Scienson à l'orée de cette 3e et, disons, dernière phase du PAGEDA? En un premier temps, il est question de sauvegarder les acquis des phases précédentes. Parce que dans l'accompagnement
veut que, après les phases de Pajeda, que les communes continuent toujours pas à exercer la maîtrise d'ouvrage. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Vous voulez vous réabonner par Mobile Money? C'est simple. Allez dans le menu Canal+ de votre opérateur et sélectionnez Changer d'offre. Choisissez bien la formule Évasion pour en profiter au tarif de 7 000 francs au lieu de 10 000. Et voilà, vous êtes réabonné. Profitez de 30 jours d'expérience augmentée à la formule Évasion. Offre également disponible pour tout réabonnement en point de vente. Pour plus d'infos, appelez le 70 55. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour Eric. Vous avez 5 questions à poser à Judicaël Biaou, directeur de la jeunesse, des loisirs et des vies associatives. Mais ce matin, il est avec nous en tant que cadre chrétien évangélique soutenant la candidature de Robert de Wadaï. Oui, Judicaël Biaou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter mon invitation. Les 5 questions ce matin font focus un peu sur les élections générales de 2026 avec l'actualité, vous l'avez remarqué certainement, très dynamique ces dernières semaines. D'un côté, les projecteurs qui sont braqués sur Parakou, qui va accueillir l'investiture du duo de la mouvance présidentielle, et d'un autre, les messages de soutien, de ralliement, les messages pour conforter un peu le candidat ou la candidate de la mouvance. Et dans cette effervescence, on vous a vu, vous, cadre chrétien évangélique, donner de la voix. D'abord, j'ai envie de comprendre, qu'est-ce que des cadres religieux viennent chercher un peu dans la politique, à apporter des soutiens à un duo de candidats? D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'intérêt que vous portez sur notre creuset et l'initiative que nous portons depuis 72 et que nous avons mis sur les fonds baptismaux, que nous avons révélés à la nation. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu, lui rendre la gloire pour l'opportunité que nous faites et rendre gloire à Dieu pour nos spectateurs, pour vos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et pour nos compatriotes qui nous suivent d'où ils sont aujourd'hui. Je voudrais ensuite remercier et féliciter le chef de l'État qui, depuis 2016, a engagé des réformes structurelles qui ont révéler autrement notre pays. Et pour avoir, depuis 2016, appelé à ses côtés des hommes et des femmes de qualité, et il n'a pas été mu par un quelconque équilibre interrégional, équilibre régional ou d'appartenance politique, mais il a été mu essentiellement par la compétence. Et au début, personne ne le comprenait. On ne savait pas où il allait. Il a fallu, après l'entame du deuxième mandat, pour comprendre la trajectoire qu'il traçait pour notre nation. Alors, les cadres chrétiens évangélistes que nous sommes avons organisé cette sortie. D'abord pour déclarer notre engagement aux côtés du duo Romia de Wadaï et Mariam Chabi Talata Zimé, pour d'abord prier pour la nation, prier pour le chef de l'État, sa famille, son foyer, pour qu'il ait la paix, la tranquillité qui est sienne pour conduire à terme son mandat et confier le duo dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, d'abord, à l'entame
Donc nous nous exprimons aujourd'hui en tant que non seulement chrétiens et évangéliques, mais aussi en tant que citoyens. Citoyens, parce que notre démarche n'est nullement d'exclure ou d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle est le témoignage de notre foi et de notre responsabilité citoyenne. Et donc, nous sommes convaincus que soutenir ces deux leaders crédibles et de compétences, c'est un gage de paix et de développement pour notre pays. Maintenant, pour en revenir à votre question, qu'est-ce qui motive, vous avez dit, en quoi le choix de... Qu'est-ce que les hommes de foi viennent chercher dans des soutiens à des candidats, par exemple ceux de la mouvance? Bon, et vous savez, on n'est pas l'église. Ici, je suis dans votre studio. Là où nous avons fait la manifestation, c'est un lieu public. De l'église. Oui, oui. Alors, on allait dire que qu'est-ce qu'ils font? Notre rôle n'est pas de nous replier dans les églises. Nous sommes d'abord et avant tout des citoyens laïcs. La laïcité, vous allez mais qu'est-ce que les hommes d'église viennent chercher? Oui, laïcité, vous allez opposer laïcité de l'État. Ce sont des principes républicains, nous le savons. C'est des principes républicains. Donc, nous connaissons ces principes-là et qui sont le respect de nos institutions et porté par nos institutions. Et nous respectons cela en tant que chrétiens. Mais vous avez le droit de vous exprimer sur les sujets politiques. Vous avez les syndicats, les associations, les étudiants et autres s'expriment dans le pays. Nous sommes aussi... Ils s'expriment en tant que qui? En tant que citoyens. Nous aussi, nous nous exprimons en tant que citoyens. Avant d'être chrétiens évangéliques, nous sommes d'abord citoyens. Nous nous exprimons en tant que tels. Donc, nous ne veut pas opposer, on n'est pas opposé à la laïcité et on ne veut pas nous opposer à la laïcité. En plus, nous ne sommes pas dans une vision d'imposer notre croyance à qui que ce soit ou notre vue à qui que ce soit, parce que nous respectons aussi les autres obédiences religieuses, les autres croyances dans le pays. Donc chacun, et nous n'engageons, notre démarche ici n'engage pas l'Église. Nous n'engageons pas nos églises. Nous agissons en tant que cadre chrétien évangélique. Il faudrait que cela soit compris comme tel. Voilà qui est bien dit. Alors, en quoi le choix du duo Wada et Talata répond concrètement aux défis de la jeunesse? Vous êtes un jeune cadre de ce pays, au-delà des valeurs communes dont on a parlé depuis que les noms ont été révélés. D'abord, le candidat Romuald Wadaing, d'un côté, représente la jeunesse. Il est jeune et il représente une rigueur aux côtés du chef de l'État, jeune reconnu sur le plan international de par ses compétences. Avant de venir au pays, il avait un nom. Et depuis qu'il est venu aux côtés du chef de l'État en 2016, il a su assainir nos finances publiques, créer des conditions de confiance avec les investisseurs et ouvrir des perspectives d'emploi et d'entrepreneuriat pour nos jeunes. Et il a su travailler avec un esprit de responsabilité en mettant en place des outils de gouvernance, de gestion, de transparence et d'équité et d'efficacité surtout. En outre, vous savez que les défis majeurs des jeunes aujourd'hui, c'est la formation, l'emploi, la création d'entreprises, avec les réformes engagées et ce qui l'a conduit, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, on parle des réformes au niveau du gouvernement, il a le visage des réformes engagées par le gouvernement depuis 2016. Et donc, pour tout cela, et les facilités que cela offre à la jeunesse, il
il répond au mieux. Mais malgré son jeune âge, vous devez constater que depuis 2016 et 2016, malgré son jeune âge, il est venu au gouvernement. Il a travaillé il a conduit avec dextérité ses réformes et cela lui a valu la confiance du chef de l'État. À partir de 2021, vous avez vu que le chef d'État a fait de lui ministre d'État. Et quelques mois plus tard, vous avez vu, on a constaté un élargissement de son portefeuille. Et ceci fait de lui, aujourd'hui on peut affirmer sans risque de se tromper, qu'il est le deuxième chef du gouvernement, à proprement parler, dans les faits. Dans les faits, quand vous regardez le portefeuille dont il est porteur, et il porte ses charges. Et donc, pour son jeune âge, regardez avoir conduit cela avec autant d'efficacité, cela est important. De l'autre côté, Mariam Chabi Talata représente l'expérience, l'éducation et l'engagement et le leadership féminin. Le leadership féminin parce qu'elle a démontré à maintes reprises, d'abord en tant qu'enseignante vraiment de valeur, mais en tant que femme leader engagée politiquement, conseillère municipale à Parakou, après directrice générale de l'enseignement secondaire, où elle a conduit ce secteur sensible, après vice-présidente de l'Assemblée nationale, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, après vice-présidente de la République depuis 2021. On croit que c'est un nid d'expérience. Il a eu le temps aussi d'apprendre aux côtés du chef de l'État. Donc, Romia Wadahi et Mariam Chabi Talata, les deux, ce duo, c'est la rigueur, la gestion et la vision économique d'un côté, l'éducation et comment on appelle l'engagement féminin et puis l'engagement social de l'autre. D'accord. Et donc, pour nous chrétiens, cela fait largement écho. Écho parce que nous voyons, ce n'est pas seulement la foi. Et la parole de Dieu dit, montre-moi, qu'on appelle, montre-moi tes œuvres sans la foi. Et qu'on appelle, montre-moi tes œuvres sans la foi, et je te montrerai les miens avec la foi. D'accord. Et donc, la jeunesse a besoin, pas seulement de foi, c'est pas seulement de foi, elle a besoin d'exemples concrets. Elle a besoin de modèles inspirants. Et quand on prend les deux, on les met ensemble, ce sont des modèles inspirants d'un côté, non seulement pour les jeunes et pour les femmes. D'accord. Et donc, on ne peut pas avoir mieux. D'accord. Alors, cela a valu votre engagement publiquement. Hein, vous engagez à œuvrer pour l'élection de ce duo Wadahi-Talata. Alors, comment cet engagement politique-là s'articule-t-il avec la laïcité de l'État? Vous avez commencé par l'évoquer tout à l'heure, afin de respecter les autres sensibilités, de ne pas instrumentaliser la foi, parce qu'après votre sortie, vous avez vu les interprétations qui ont été faites dans l'opinion publique. Comment vous voulez faire la part des choses? Et vous voyez, comme je l'ai dit, je l'ai dit, à faire la part des choses tout à l'heure, la laïcité n'est pas la négation de la foi. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Donc, on peut exprimer, dans un pays laïque, on peut exprimer sa foi de plusieurs manières. Elle n'est pas non plus une hostilité aux autres croyances. Je voudrais faire cette restriction-là, d'abord, avant qu'on ne continue. Maintenant, nous aussi, nous voulons aller autrement. Nous avons nos églises, nous avons nos fidèles, nous avons nos frères et sœurs de nos églises. Notre responsabilité en tant que cadre chrétien évangélique et la responsabilité qui est la nôtre est de les éclairer, d'éclairer leur lanterne, leur montrer la voie sur ce qui est important d'être fait pour les choix qu'on doit opérer les jours et les mois à venir. Et
les conscientiser, parce que encadrer, les sensibiliser pour qu'ils ne soient pas des portes ouvertes à tout ce qui peut être violence et autres, parce que nous traversons une période sensible, et qu'on puisse préserver notre pays. Vous le faites déjà sur les pupitres dans les églises, vous le faites déjà dans les enseignements bibliques, vous le faites déjà lors des prédications dans les chapelles. Oui, la parole de Dieu dit que nous sommes sel et lumière, sel de la terre et lumière du monde. Je voudrais vous demander, on va être sel de la terre en nous repliant dans nos églises? Pourrons-nous être la lumière du monde en nous repliant dans nos églises, nous cadres, alors que nous travaillons dans les administrations, nous avons des responsabilités? Allume-t-on une lampe pour la mettre sous boisseau? Comment est-ce que nous éclairons les autres? Parce que notre foi en tant que chrétien évangélique n'est pas dissociée de nos compétences, de nos qualités de cadre, des grands opérateurs économiques, de grands chefs d'entreprise que nous sommes. Et donc, tout ça, mis ensemble, nous interpelle par rapport à nos responsabilités. Aujourd'hui, mieux qu'hier. Et nous avons fait un bilan pour savoir qu'est-ce que nous avons pu, quel a été le bilan de nos participations aux gouvernances passées. On s'est rendu compte, nous travaillons, nous avons des compétences. Nous ne nous sommes pas autant organisés pour faire écho de ce que nous sommes et ce que nous représentons. Et là, nous avons dit, il est temps de dire que nous sommes là. Nous voulons être au-delà de nos compétences, au-delà de de notre foi et de notre casquette de chrétiens évangéliques. Nous voulons être une force de proposition, des forces de proposition et d'action pour non seulement le duo qui est là, qui a été désigné dans son accompagnement pour devenir actif et dans la gouvernance, dans la proposition. On en arrivera si vous, d'accord. Si Alors, vous le désirez. Autre question, M. Biaou. Si je vous résume, le choix à Wada Italata, c'est un choix de Dieu, comme vous le dites. Alors, comment est-ce que vous voulez expliquer cela à ceux qui ne partagent pas, par exemple, votre foi et qui voient leur choix comme purement politique? Pour eux, c'est politique et rien du tout. Attention, je voudrais faire une restriction. On n'a jamais dit que c'est le choix de Dieu. Non, on n'a jamais fait une telle prophétie. Je vous en prie. On n'a jamais fait une telle prophétie, ni dans aucune déclaration dans notre sortie. Mais ce faisant, puisque vous avez posé la question, je voudrais vous amener à comprendre que c'est bien possible que ce soit le choix. C'est pas notre phrase, hein, mais je vous répondrai. Vous avez vu un candidat choisi par la majorité, les partis les plus forts du pays, les plus grands partis du pays, plus de 80 députés à l'Assemblée nationale, que les autres partis de la mouvance ont rejoint après. Jamais dans notre pays, l'annonce d'une candidature n'a autant suscité autant d'enthousiasme. Ce sont des signes révélateurs. Mais même un candidat de l'opposition lui a donné sa bénédiction. Je ne veux pas ouvrir, j'ouvre et je ferme cette parenthèse. Sauf que ce n'est pas un candidat, c'est un député. C'est un député, j'ai dit un député de l'opposition. Pas des moindres, a apporté sa bénédiction à ce candidat de l'opposition. Et on sait de quelle opposition il est. A donné sa bénédiction à ce candidat. Mieux, on a annoncé, on a décidé de faire notre sortie le dimanche seulement en 48 heures. Dimanche, on a dit le samedi, le mercredi, nous faisons une sortie pour porter notre choix, pour faire notre déclaration d'engagement en 48 heures. Les frères et sœurs se sont mobilisés dans leur souscription. Nous sommes partis, on a fait 4 fois l'objectif attendu, fixé au départ. Pour la mobilisation.
ce sont des signes. Deuxième chose, et dernière chose, et j'en aurais terminé, puisque vous avez posé la question, c'est votre question, c'est pas notre affirmation. Je marche sur votre affirmation. Que vous allez atterrir. Non, je marche sur votre affirmation. Allez-y. C'est votre affirmation, j'ai résumé vos propos. Oui, donc je marche sur ça et je vous réponds. Puisque elle n'est pas mienne, elle n'est pas notre, mais je vous réponds quand même. Et donc, ce matin, si vous étiez à Cotonou ce mercredi matin, une forte pluie, pendant qu'on annonçait notre activité autour de midi, une forte pluie s'est abattue sur Cotonou. Pour nous, les hommes de foi, ce sont des signes qui ne trompent pas et qui sonnent comme une faveur, un écho, un accompagnement, une bénédiction de Dieu. Donc, pour en revenir à votre affirmation, je vous prête cette réponse. Voilà. Allez, merci pour cette réponse. On va terminer. Juste où ira votre soutien à ce duo de candidats de la mouvance? Seulement des déclarations, des prières, quoi encore? Vous allez faire quoi les jours à venir? Attention. Et cette fois-ci, vous savez que c'est des cadres. Quand on parle des cadres, des personnalités économiques, du monde économique, des entreprises, des chefs d'entreprise, ce n'est pas des pasteurs, nos dirigeants d'église, non. Qui aussi ne sont pas dénués de compétences, hein. Non, pas du tout. Il y en a des cadres compétents parmi eux, parmi ceux qui sont des hommes de Dieu, qui dirigent nos églises. Mais je parle aujourd'hui, vous parlez des cadres, jusqu'où irons-nous? Notre déclaration d'engagement aux côtés du candidat ne s'arrêtera pas à la simple prière, mais tout part par la prière. Vous savez, dans la Bible, la parole de Dieu, dans la Bible, qui est commun à tout le monde, il y a un homme qu'on appelait Néhémie, et qui a appris que les murs de Jérusalem étaient en ruine pendant qu'il était hors du pays. Il a prié, il a beaucoup prié, mais il ne s'est pas contenté de prier. Il a mobilisé ses compatriotes à l'intérieur, de l'extérieur, pour rebâtir Jérusalem. Tel sera notre engagement. Alors donc, tout commencera par la prière, parce que la Bible nous dit, ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Nous croyons en cela que la prière, toute œuvre humaine, et toute œuvre humaine qui ne peut prospérer si elle n'a la faveur de Dieu, si elle n'a pas la grâce de Dieu. C'est la faveur qui l'accompagne. Vous voyez, M. Roméo, il a eu la faveur de Dieu pour devenir ce qu'il veut dans sa vie, du point de vue professionnel. Mais il a eu la faveur de devenir grand en tant que ministre d'État. Et Dieu est en train de lui donner la faveur, accorder sa faveur pour devenir un homme très grand. Alors donc, je viens. Donc, nous dit quoi? Nous allons, au-delà de ce que nous voulons faire, nous allons nous structurer. D'ici quelques jours, nous irons en séminaire, atelier. Il y a déjà même des groupes thématiques qui sont déjà mis en place, qui travaillent d'arrache-pied dès le lendemain, depuis hier, et pour structurer quelle sera notre participation, non seulement en termes de contribution intellectuelle par rapport au projet de société du candidat. Mieux, nous allons nous structurer pour parcourir les plus de 5000 villages que compte notre pays et parler aux frères et sœurs de nos églises, des plus de 15 000 églises qu'il y a aujourd'hui au Bénin. Donc, c'est pour dire que notre engagement sera actif sur le terrain lorsque la campagne sera ouverte dans le strict respect des lois de la République. Parakou, c'est demain samedi, l'investiture, vous y serez. Que vous inspire justement le choix de Parakou, puisque vous faites la lecture des choses autrement? Parakou, pour dire que
le Bénin est je ne sais pas qu'est-ce qui a été inspiré par ce choix, mais je peux dire que c'est un choix rassembleur. C'est un choix, sinon on aurait pu dire, oui, sécurité, la distance. Personne n'a calculé la distance, mais tout le monde a applaudi. Et si vous n'êtes pas sans savoir que depuis 3 semaines, il n'y a pas de place dans un hôtel à Parakou. Même les maisons ordinaires, les gens ont prêté leur chambre pour habiter, pour accueillir les étrangers, les invités. Et ça ne suffit pas. Ça veut dire que il y a une adhésion populaire, il y a une acceptation de cette candidature. Et donc, c'est pourquoi nous avons prié avant-hier pour confier la sortie de demain au contrôle du Dieu, pour que cela se passe dans les meilleures conditions possibles, que ceux qui sont partis reviennent sains et saufs, que leurs pieds ne heurtent point de pierre et qu'ils reviennent sains et saufs, qu'on ne puisse pas dire de cette investiture il y a eu tel événement malheureux ou fâcheux. Et donc c'est notre prière, nous sommes à la brèche et nous allons continuer non seulement dans l'activité, dans l'activisme, et dans l'action sur le terrain, mais très prochainement nous allons mettre en place des chaînes de prière ininterrompues qui vont aller jusqu'à la consécration de notre duo comme président et vice-président de la République. Merci Judicaël Biao, vous êtes cadre du ministère des Sports, vous êtes également membre des cadres chrétiens évangéliques du Bénin. Vous avez donné de la voix au cours de cette semaine pour soutenir le duo Wadayi Talata. Éric Guédenon, on a pris un peu plus de temps que d'habitude. Absolument. Ouais. Merci à vous, Franck Arnaud, mais aussi à votre invité. Actu-Matin se poursuit. On vous revient dans un instant. Merci beaucoup. Professeur Confession Béni, pourquoi une gestion décentralisée de l'alphabétisation au Bénin? La gestion décentralisée de l'alphabétisation, parce qu'elle met en œuvre une stratégie plus efficace. Une stratégie plus efficace et plus réussie que la stratégie strictement centralisée. La coopération suisse accueillait avec fierté ces résultats. Est-ce que vous confirmez cela? Les résultats sont assez intéressants. L'évaluation a montré que le PAGEDA répond aux besoins des bénéficiaires. Quels sont les défis alors de cette 3e phase du PAGEDA? Et tout à l'heure, le CP l'avait dit, il y a le défi de financement. Nous avons commencé l'apprentissage. Parce qu'il faut l'avouer, c'était vraiment des moments d'apprentissage avec le mandataire. Quels sont les défis de l'ONG Scienson à l'orée de cette 3e et, disons, dernière phase du PAGEDA? En un premier temps, il est question de sauvegarder les acquis des phases précédentes. Parce que l'accompagnement veut que, après les phases de PAGEDA, que les communes continuent toujours pas à exercer la maîtrise d'ouvrage. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Vous voulez vous réabonner par Mobile Money? C'est simple. Allez dans le menu Canal+ de votre opérateur et sélectionnez Changer d'offre. Choisissez bien la formule Évasion pour en profiter au tarif de 7 000 francs au lieu de 10 000. Et voilà, vous êtes réabonné. Profitez de 30 jours d'expérience augmentée à la formule Évasion.
Offre également disponible pour tout réabonnement en point de vente. Pour plus d'infos, appelez le 70 55. « 8h49, 8h50 plus précisément, je dirais. Nous allons vous laisser suivre la revue de presse de Hugues Vignibé. Vous allez retrouver l'équipe du forum de discussion la semaine prochaine, justement, pour des analyses sur des thématiques variées. À 10h30, vous aurez la revue de presse de votre émission L'Info Continue. À 13h, à midi déjà aussi, vous avez rendez-vous avec Gilles Dadi, avec son équipe dans le plein de midi. Et puis à 13h, vous avez justement le journal de la rédaction. Prenez rendez-vous également sur nos programmes dans le cadre de cette Investiture demain. Vous aurez une émission spéciale avec nos équipes qui sont déployées sur le terrain pour vous faire vivre justement cet événement. Portez-vous bien et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. On démarre par Fraternité qui nous informe que les cadres évangéliques du Bénin étaient réunis mercredi 1er octobre dernier à Cotonou. Objectif, manifester officiellement leur soutien à la candidature de Romia Douadani pour l'élection présidentielle de 2026. À l'issue de cette rencontre, une déclaration a été faite en faveur du candidat de la mouvance présidentielle. Elle est à lire en intégralité à la page 3 du quotidien. Cette déclaration de soutien intervient à quelques jours de l'investiture de Romia Douadani et sa colistière programmée depuis plusieurs jours pour ce samedi à Parakou. Libération annonce une investiture en grande pompe et met en titre « Parakou accueille le duo Ouadani Talata demain ». Ouadani et Talata s'engagent officiellement ce samedi pour la présidentielle de 2026, affiche pour sa part Jack Bata. À quelques heures de l'événement, le Télégramme a pris le pouls de la cité des Kobourou et note que la ville est en pleine effervescence. Le même constat est fait par Fraternité qui annonce Parakou s'embrase. En ce qui concerne le duo candidat du parti d'opposition, les démocrates, il sera connu, à en croire le pays émergent, le 11 octobre 2025. Le matinal nous emmène au Parlement pour nous informer que les travaux de la seconde session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2025 s'ouvriront vendredi 31 octobre 2025 à Porto Novo. Selon le quotidien de service public La Nation, cité par le Canard, il s'agira de la dernière session ordinaire de la 9e législature installée en février 2023. La décision d'ouvrir cette session le 31 octobre a été prise par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale réunie le 25 septembre dernier au Palais des gouverneurs. Comme il est de tradition, cette seconde session sera essentiellement consacrée à l'examen du projet de loi de finances pour la gestion 2026, un exercice crucial qui déterminera les grandes orientations budgétaires de l'État pour l'année à venir. Au-delà du budget, le matinal précise que cette session pourrait également servir de cadre à l'examen d'autres dossiers inscrits à l'ordre du jour. En attendant cette DER de la 9e législature, la 6e édition du mois du consommant local a été lancée hier, jeudi 2 octobre 2025, au marché de Ganri. Rapporte Matin Libre. Promouvoir les produits et services de l'espace UEMOA, renforcer l'intégration régionale, stimuler le développement industriel et économique et accroître la compétitivité des chaînes de valeur locales. Ainsi se déclinent les objectifs du mois du consommant local. Placés sous le thème investissement agro-industriel, valorisation des savoir-faire locaux et accès au marché, l'édition 2025 du mois du consommant local vise à soutenir les producteurs locaux, à changer les habitudes de consommation en faveur du local et à réduire la dépendance aux importations. Parlons de l'organisation des élections générales de 2026 pour clôturer ce point de l'actualité.
Décryptage Info nous apprend que réunis le 2 octobre 2025 à Cotonou, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome et l'Agence nationale d'identification des personnes ont examiné l'état d'avancement de la liste électorale informatisée. Il s'agit d'une rencontre qui vise à garantir un processus électoral transparent et sécurisé en vue des scrutins de 2026. La transparence se joue sur la liste électorale, en déduit Bénin Intelligent. Fin de la revue de presse de ce vendredi 3 octobre 2025.